Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 5 avril à la une de l'actualité. Mine antipersonnelle, adoption au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du projet de résolution présenté par l'Algérie sur l'impact de ces armes barbares et leur limitation. Une cause importante pour l'Algérie de par son expérience personnelle. Près de 9 millions de mines ont été éliminées dans le pays depuis l'indépendance. La marche internationale pour la liberté arrive au camp des réfugiés de Smara en passant par l'Espagne. Elle avait été entamée dimanche dernier en France pour réclamer la libération des prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines. L'opinion publique française fustige les actions du Rassemblement national et son hypocrisie politique après la condamnation de 25 membres du parti d'extrême droite pour détournement de fonds publics. La formation politique semble fragilisée. Nous en parlerons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, l'adoption hier au Conseil des droits de l'homme de l'ONU du projet de résolution sur l'impact des mines antipersonnelles et leurs limitations. Initié par l'Algérie, le texte a fait consensus à Genève à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à ce problème. Il met en lumière les conséquences qu'ont ces armes barbares sur le droit à la vie, à la sécurité, la liberté de circulation, l'accès à l'éducation et au développement et appelle à un engagement renforcer des États en faveur de leur interdiction totale. Houdal Wabah, Walid Yosfi. Dans un contexte international souvent marqué par des divergences, le projet de résolution sur l'impact des mines antipersonnelles proposé par l'Algérie a été adopté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le texte présenté à Genève a permis de converger les membres du Conseil autour d'un enjeu central des droits humains, le droit à la vie. Cette initiative intervient dans le cadre des efforts continus de l'Algérie pour promouvoir la coopération internationale en matière de lutte contre les mines antipersonnelles et de soutien aux victimes. Le corps groupe peut être fier d'avoir adopté une approche constructive tout au long des consultations sur ce projet de résolution. L'Algérie, avec le soutien de son corps groupe, a œuvré pour rassembler le Conseil autour de cette question cruciale dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée. À travers cette initiative, l'Algérie réaffirme son attachement aux instruments internationaux en la matière, notamment la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles, dite Convention d'Ottawa, et insiste sur la nécessité d'une coopération internationale accrue pour parvenir à un monde sans mines. La résolution, saluée pour sa dimension humanitaire, va au-delà de la dénonciation de l'impact destructeur des mines antipersonnelles, mais aussi sur la sécurité, la liberté de circulation et l'accès à l'éducation et au développement. Cette résolution appelle également au renforcement des efforts de déminage, à une assistance accrue aux victimes, ainsi qu'au renforcement de l'engagement des États en faveur de l'interdiction totale des mines antipersonnelles. L'Algérie, qui a œuvré pour rassembler le Conseil autour de cette question cruciale, dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée, a mis en avant une approche constructive, inclusive et transparente, adoptée tout au long des consultations. Mine antipersonnelle toujours, et l'engagement de l'Algérie émane de son importante expérience. Une large opération de déminage a été entreprise dans le pays après l'indépendance avec la destruction de près de 9 millions de mines et la dépollution de dizaines de milliers d'hectares sur les frontières. L'action s'est achevée en 2017 et a permis le respect de ses promesses selon la Convention d'Ottawa. Malek Derrahmoun, Yasmine Massoudi. Les mines antipersonnelles laissées par le colonialisme français représentent l'une des plus grandes catastrophes humanitaires en Algérie. Ensevelies sous le sol algérien, ces mines ont continué à faire des victimes et à causer des mutilations à la population locale, même après la guerre de libération nationale, constituant un héritage empoisonné laissé par le colonialisme français. À chaque fois que nous traversions ces champs, nous ne savions pas si nous reviendrions vivants ou non. Nous nous serrions dans les bras les uns les autres, conscients qu'il était incertain de survivre aux mines. Tous mes amis ont eu la chance de poursuivre leurs études. Je n'ai malheureusement pas eu cette chance car je suis amputée. J'ai passé 60 ans de ma vie mutilée à cause de ces mines.
Après l'indépendance, l'Algérie a entrepris un travail de longue haleine pour éliminer les mines antipersonnelles laissées par l'armée coloniale française. Une campagne nationale de déminage a permis de retirer près de 9 millions de mines antipersonnelles, libérant ainsi d'importantes étendues de terre qui étaient restées inutilisables pendant des décennies et pour protéger la population locale selon la Convention d'Ottawa. Depuis son arrivée, la France n'a commis que des massacres à l'encontre des Algériens. Même après l'indépendance, les mines, notamment celles des lignes Chal et Maurice, posées par l'armée coloniale, ont continué à faire de nombreuses victimes. En 2017, l'Algérie a annoncé avoir terminé le déminage sur l'ensemble de son territoire. Elle a ainsi respecté les engagements qu'elle avait pris en adhérant à la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Cela a causé de grands dommages pour les Algériens, en particulier dans la région de N'Ama, mais aussi à Tébessa. Nous vivions dans une zone encerclée par l'armée coloniale, comme si nous étions emprisonnés. L'Algérie, de par son expérience, considère la question des mines antipersonnelles comme une cause mondiale. Elle s'engage activement pour protéger les populations contre ces dangers et apporter son soutien aux pays encore confrontés à leurs conséquences. Malgré leur interdiction par les lois internationales, des millions de mines antipersonnelles ont fui le long du mur de sable au Sahara occidental, ont été plantées par l'occupant marocain. Elles représentent une menace permanente pour la population sahraoui et les efforts de déminage sont très insuffisants. Ayadahou, Walid Yousfi. Derrière ce mur de sable, appelé aussi le mur de la honte, s'étend l'un des plus vastes champs de mines au monde. Ici, des millions d'explosifs sont enfouis le long du mur de sable, constituant un risque majeur pour la population locale. Les mines marocaines continuent de coûter la vie à des citoyens sahraouis alors que le Marzen refuse de signer des accords internationaux pour éliminer cette arme destructrice qui est à l'origine de pertes humaines et matérielles, freinant aussi l'activité économique et commerciale des Sahraouis. C'est difficile pour tout le monde, pas seulement pour les personnes handicapées. Néanmoins, pour nous, c'est encore plus difficile. Nous ne pouvons pas nous déplacer librement, surtout quand on est en fauteuil roulant. Ici au centre, au moins, je peux me déplacer librement avec ma chaise. Ici au Sahara occidental, le fait de déminer est très important, surtout que nous avons affaire à des populations nomades qui voyagent beaucoup, qui suivent leurs troupeaux de chèvres et de chameaux. Donc ils ont besoin de pouvoir se mouvoir dans leur territoire avec une certaine sécurité. Depuis l'accord de cessez-le-feu signé en 1991, des efforts ont été entrepris pour le déminage de certaines zones. Le Bureau national sahraoui de lutte contre les mines indique que le niveau de contamination reste élevé. Face à cette situation, les Sahraouis appellent à une intensification des efforts de coopération afin de lancer une campagne internationale de déminage. L'objectif étant d'agir sur l'ensemble du territoire, incluant à la fois les zones à l'est et à l'ouest du mur de la honte. Les organisations humanitaires et spécialisées se disent préoccupées par la quantité de mines enfouies tout au long du mur. Environ 10 millions de mines antipersonnelles ou anti-chars sont encore ensevelis au Sahara occidental, une situation qui représente un défi humanitaire et sécuritaire majeur pour les habitants de la région. Et dans une tentative de relancer le processus d'un règlement politique, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental est arrivé hier au camp de réfugiés, des réfugiés sahraouis. Staffan de Mistura devra rencontrer les autorités sahraouies en prévision du briefing à huis clos qu'il aura présenté devant le Conseil de sécurité à la mi-avril sur les derniers développements dans ce territoire occupé. Parmi les intervenants attendus également, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINURSO Alexander Ivanko.
Et la marche internationale pour la liberté, en solidarité avec le peuple sahraoui, est arrivée au camp de réfugiés de Smara, en passant par l'Espagne. Elle avait été entamée dimanche dernier en France par des militants des droits de l'homme. Ils réclament la libération des prisonniers politiques sahraouis dans les geôles marocaines. Ahmad Ouaguine, Bedia Amardi. Le peuple sahraoui continue à dénoncer la répression du Marzen exercée sur les détenus politiques dans les prisons marocaines. Une campagne internationale pour exiger leur libération a été organisée au camp des réfugiés Smara. C'est une journée de solidarité lancée à partir de la France. Son objectif est de demander la libération des prisonniers sahraouis des prisons marocaines, notamment à Gdenizi. Le Marzen exerce toutes sortes de pressions sur les Sahraouis qui continuent à résister. Nous manifestons pour exprimer notre soutien à nos frères sahraouis. À travers cette manifestation, nous voulons faire parvenir leur voix au monde entier. Cette manifestation intervient pour sensibiliser et éclairer l'opinion internationale sur les violations des droits de l'homme par le système du Marzen au niveau des territoires occupés. Il n'est un secret pour personne que les territoires occupés sont une prison à ciel ouvert. Le Marzen poursuit la répression en s'inspirant de certains pays pour opprimer le peuple sahraoui. C'est pour moi un honneur d'être présent ici pour tenter de comprendre la situation au Sahara occidental. Je suis la résistance du peuple sahraoui depuis 30 ans. C'est une occasion pour moi de dénoncer la répression qu'ils subissent, notamment les détenus. Malgré la répression et la violation des droits de l'homme par le Marzen, le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour son indépendance et la libération de tous les détenus politiques. 150e session de l'Union des interparlementaires arabes à Tachkent, en Ouzbékistan. Le président de l'Assemblée populaire nationale de l'UIPA, Brahim Bourali, a insisté sur l'importance de la coopération et la concertation entre les parlements arabes autour de l'article qui sera proposé par le groupe lors de la 150e session de l'Union internationale des parlementaires et a intensifié les efforts pour l'introduire à l'ordre du jour en relation avec la situation tragique dans les territoires palestiniens occupés. Je vous propose de l'écouter. Les souffrances du peuple palestinien sont multiples, notamment l'occupation et la colonisation, mais aussi l'embargo économique, la démolition continue des maisons et la privation des Palestiniens de leurs droits humains. Devant le silence et l'impuissance flagrante de la communauté internationale, la responsabilité historique incombe au Parlement arabe afin de porter la voix du peuple palestinien auprès de la communauté internationale et de défendre cette cause juste. Et à Gaza, justement, les attaques menées par l'entité sioniste sont quasi quotidiennes. La nuit comme la matinée ont été sanglantes, où d'intenses bombardements ont fait des dizaines de victimes dans différentes zones de l'enclave. Morts, destruction massive et famine. On a franchi un nouveau palier dans l'échelle de l'inhumain. Des images de notre correspondant Wissam Abou Zaïd, commentaire de Badia Amardi. Ces images insoutenables dévoilent encore une fois les horreurs commises à l'encontre d'un peuple innocent. Cette fois-ci, il s'agit de cette école primaire ciblée à plusieurs reprises par des bombardements de l'armée sioniste, coûtant la vie à plusieurs victimes et des dizaines de blessés. Cette maman éplorée est à la recherche de ses enfants. Les secours n'ont eu qu'une heure de temps pour évacuer les victimes. Nous avons été autorisés à récupérer les blessés et les martyrs en une heure de temps. Nous avons récupéré des personnes vivantes et beaucoup sont encore sous les décombres. Les correspondants de la télévision algérienne à l'affût de nouvelles images démontrant la barbarie des sionistes ont été témoins d'une autre attaque ciblant une nouvelle fois cette école et 2 autres centres d'hébergement, entraînant des morts et des blessés. Les martyrs sont tous des civils. 90% des martyrs et des blessés sont des enfants. Au niveau de l'hôpital Mahmaden, l'horreur est au rendez-vous. Des femmes et des enfants déplacés de force sont retrouvés dans des centres d'accueil avant d'être surpris par ces bombardements, faisant des dizaines de morts et de blessés.
Il y a beaucoup de personnes tombées en martyrs. Je suis blessée au dos. Ils ont bombardé les civils alors qu'ils étaient hébergés dans une école. Son père est mort, ses frères sont portés disparus. Tel est le quotidien des Palestiniens depuis que l'armée sioniste a actionné sa machine de guerre contre des civils innocents, privés des moyens les plus élémentaires, notamment la nourriture, les médicaments et l'accès aux soins, puisque les hôpitaux et les structures de soins sont ciblés, les réduisant à néant. Les nouveaux raids de l'armée sioniste ciblant la banlieue est de Khan Younes au sud de la bande de Gaza ont fait au moins 30 morts et plusieurs autres blessés. Bilan bien sûr provisoire et au moins 3 millions de Marocains supplémentaires ont basculé dans la pauvreté depuis 2022. L'on ne connaît pas les nouveaux chiffres, mais la situation socio-économique de la population s'est aggravée. Preuve en est les manifestations récurrentes pour dénoncer l'absence de politique sociale et le mépris du Marzen qui privilégie son partenaire sioniste. Mohamed Qaïs, Yasmine Massaoudi. Au Maroc, la pauvreté et la corruption vont de pair, pesant lourdement sur le quotidien des citoyens. Entre la difficulté à subvenir aux besoins essentiels et la perte d'espoir en l'avenir de leur pays, nombreux sont ceux qui se sentent pris au piège d'un système marqué par les abus du régime du Marzen. Nous sommes contraints de fouiller les poubelles pour manger. Nous et nos enfants sommes complètement perdus. L'Association marocaine des droits de l'homme dénonce la dégradation du niveau de vie des citoyens et dévoile des chiffres inquiétants sur l'économie du pays, notamment une hausse de 22,1% du déficit commercial depuis le début de l'année. Il ne fait aucun doute que la corruption au Maroc a atteint un niveau alarmant. Le régime du Marzen, qui privilégie la normalisation au détriment de son peuple, utilise la répression pour étouffer toute opposition. Pendant ce temps, les démolitions de maisons se poursuivent et les sinistrés du séisme sont laissés sans aide, aggravant encore leur détresse. Ma maison a été détruite sans aucune raison. Je n'ai plus de toit. Je suis à la rue à présent. Une politique de démantèlement du tissu social est imposée par la normalisation et ses lois, bafouant les valeurs et les droits fondamentaux, favorisant ainsi l'oppression et la répression de la volonté populaire. Et en France, l'opinion publique dénonce les actions du Rassemblement national et son hypocrisie politique après la condamnation de 25 membres du parti d'extrême droite pour détournement de fonds publics. Le RN, qui prônait l'application ferme de la justice contre ses adversaires, semble de plus en plus fragilisé. Ahmed Khaireddine, Badia Amardi. Les attaques orchestrées par l'extrême droite contre la justice française ne s'arrêtent pas aux médias et à la toile. Elles usent désormais de menaces dans une tentative de tromper l'opinion publique et de la détourner de la vérité. Des violations flagrantes des lois par un parti qui prône la justice. Ce qui est inadmissible dans cette affaire, ce sont les attaques très personnalisées contre les magistrats et les menaces, des menaces qui peuvent d'ailleurs faire l'objet de poursuites pénales parce que on ne peut pas, dans un état de droit, dans une démocratie, s'en prendre directement aux juges et les menacer. Vous poursuivrez tous ceux qui menacent aujourd'hui les juges ? Mais les personnes qui menacent les juges encourent des sanctions pénales et peuvent être poursuivis. La seule manière qu'on devrait pouvoir effectivement mettre en place pour critiquer cette décision, ce serait l'appel. Alors c'est inédit pour ce type d'affaires et je dirais que c'est d'autant plus grave qu'il y avait déjà eu des prémices à l'encontre de cette magistrate que justement les politiques ne pouvaient ignorer puisque en janvier, cette magistrate avait fait l'objet par des groupuscules d'extrême droite sur les réseaux sociaux de menaces de mort. Les scandales de l'extrême droite et de ses sympathisants qui ont éclaté au grand jour ont dévoilé son vrai visage à la société française. Une formation politique éclaboussée par la corruption qui touche les fondements même de l'État. L'extrême droite tente de se faire peau neuve au détriment de la justice. Comme la fin justifie les moyens, elle recourt à toutes sortes de combines. Moi, ce qui me frappe, c'est que là, Marine Le Pen, je dirais, elle est en train, judiciairement, je ne sais pas quel mot employer, d'aggraver son cas. Parce que, clairement, elle est maintenant, non seulement elle nie toujours les faits, elle a parlé à la télévision de désaccord administratif, sous-entendu, le Parlement européen n'était pas fondé à la poursuivre, c'était juste un désaccord. Deuxième chose, c'est que maintenant, elle attaque la justice. Si demain, les juges doivent se dire « je ne peux pas prendre une décision qui est conforme au droit », parce que ça va susciter des pétitions ou des rassemblements, il n'y a plus de justice. Donc, très concrètement, qu'ils fassent des pétitions, qu'ils fassent des meetings, c'est évidemment leur droit et c'est une manière d'essayer de se victimiser s'il y a des dérapages.
s'il y a des expressions qui sont effectivement des expressions de violence, ça desservira le RN. Mais je pense qu'il joue avec le feu. L'extrême droite use de tous les stratagèmes pour échapper aux sanctions judiciaires alors qu'elle fait face à une mobilisation politique et populaire. Est-ce là le début d'une chute de ce parti qui a fait passer ses propres intérêts au détriment des intérêts des Français? En tout cas, on a des collègues qui vivent dans une certaine pression. Aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est des menaces visant les magistrats qui s'occupent de criminalité organisée. Les magistrats qui sont en première ligne dans la lutte contre ce qu'on appelle le haut du spectre de la criminalité organisée. On parle aujourd'hui de narco. 150 magistrats font l'objet de menaces et 15 autres sont sous protection policière. Et de l'art pour terminer avec cette expo photo de Cherif Ben Youssef. L'artiste immortalise des scènes de vie et des situations anonymes en Algérie avec son style bien à lui. Des photographies en noir et blanc mais qui inspirent une vie colorée. Reportage de Samia Bourajouch. Imagine Algeria. Un jeu de mots certes entre image et Imagine Algeria. C'est l'intitulé de cette exposition en noir et blanc de Cherif Ben Youssef qui, à travers l'œil de son objectif, capte des moments de bonheur, des scènes de vie, paysages, mais avec beaucoup de sensibilité. Je suis plutôt un photographe reporter, donc je suis un chasseur d'images. Donc ça, c'est quelques fragments de mes sujets. Il y a du paysage, il y a du portrait, il y a des scènes de vie. Donc vous allez voir, il y a le Sahara, Timimoun, Janet. Il y a des scènes de vie de Qasba, le cœur d'Alger, où j'aime me promener et où je peux trouver, c'est un plaisir d'arriver à capter ces instants décisifs, une image particulière comme celle de cette petite fille et son grand-père, l'enfant espiègle. Voilà, des choses comme ça. Donc je n'ai pas de sujet particulier. J'aime bien avoir le coup de cœur. Son histoire avec la photo remonte à très loin. Son aventure commence par un coup de cœur. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à faire de l'image. Et voilà, c'est à partir de là, je suis tombé dedans par hasard, moi. Enfin, c'est toute une histoire. J'ai vu de la lumière rouge chez un ami dans son studio. Je suis rentré, il m'a montré ce que c'était. Il a posé une feuille dans de l'eau et c'était carrément la révélation. Et à partir de là, j'ai travaillé un peu partout, des petits métiers, pour pouvoir faire une école de formation photographie à l'étranger. Cet artiste international a pu s'imposer dans ce monde. Il a derrière lui un riche parcours en passant par des magazines et revues de renom. Après avoir été diplômé d'une école prestigieuse de photographie à l'étranger. Chaque photographie de Ben Youssef Cherif est une invitation à voir au-delà du visible. Artiste de lumière et archéologue des émotions, il capture l'âme de l'Algérie avec une sensibilité rare, transformant l'éphémère en éternité. Cette exposition se poursuit jusqu'au 15 mai au Sofitel Alger. C'est la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente journée sur Canal Algérie.